qu'est-ce qu'on va voir dans ce séminaire? Eh bien, on va s'intéresser à tout ce qui concerne, bien sûr, la synthèse de produits marqués à froid. Et j'ai choisi pour vous présenter cette thématique différentes publications qui ont été publiées ces 3 dernières années. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, pour la raison suivante, c'est qu'il y a 3 ans, hein, au mois de décembre 2015, nous avions écrit une lettre dans la série des lettres scientifiques Aklanchi Pharma consacrée à cette préparation de molécules marquées. Et on a souhaité en quelque sorte faire un update de ce qui s'était passé depuis ces 3 dernières années. Donc cette lettre, comme toutes les autres lettres scientifiques Aklanchi Pharma, est bien sûr en accès libre sur notre site, dont vous avez ici l'adresse. Alors, je vais quand même dire quelques mots à propos d'Aklanchi Pharma. Donc, Aklanchi Pharma, c'est une société de synthèse à façon, hein, qui synthétise différents types de composés, dont des composés marqués. Et Aklanchi Pharma va fêter en 2019, c'est-à-dire l'année prochaine, ses 15 ans d'existence. Donc à travers ces 15 ans d'existence, Aklanchi Pharma a fait à peu près 350-360 molécules marquées et a réalisé à peu près plus de 1500 contrats. Donc bien sûr, à travers toutes ces expertises, eh bien, nos chimistes ont acquis une expérience comment importante dans le domaine du marquage à froid. Et j'ai voulu, à travers ce plan que vous avez sous les yeux, passer en revue avec vous les différentes techniques en discutant brièvement de leurs avantages, de leurs inconvénients. Et on verra à la fin de cette présentation quelles sont les applications de ces molécules marquées à froid. Alors, dans un premier temps, on va faire vraiment une brève introduction concernant le marquage à froid. Alors, le marquage à froid pour des molécules organiques, bien sûr, c'est l'utilisation d'isotopes qui sont stables, donc non radioactifs, d'où la terminologie marquage à froid. Donc, on verra comment introduire des deutériums, des carbone 13, de l'azote 15, de l'oxygène 18, et à la fin, on verra aussi le cas qui est intéressant du soufre 34. Alors, dans ce qui nous intéresse, c'est du marquage qui est dit spécifique. Alors j'ai pris ici l'exemple du tramadol. Si on prend cette molécule de tramadol, on va pouvoir, si on le souhaite, incorporer dans cette position un carbone 13 et uniquement dans cette position. Donc là, on va parler de marquage spécifique. Donc on peut introduire 1, 2, 3, 4 et plus en termes de nombre de carbone 13. Et la même chose au niveau du deutérium. Si on souhaite introduire un deutérium dans cette position-là, on va trouver des méthodes qui permettent de l'introduire de manière spécifique. Comme vous le verrez un peu plus tard, la spécificité est vraiment quelque chose qui est très important. Alors ces synthèses eh bien, sont faites comme les synthèses classiques. La seule différence, c'est qu'on va utiliser des produits commerciaux qui sont eux-mêmes marqués. Donc on verra des réactifs marqués et des produits de départ déjà marqués. Alors, on va voir tout de suite qu'il y a quand même une différence qui est relativement importante entre le marquage avec le deutérium et le marquage avec le carbone 13. Alors, c'est quand même des isotopes qui sont très largement utilisés dans cette thématique. Alors, le deutérium est certes bien plus simple à introduire, il y a besoin, comme on va le voir, de bien moins d'étapes, mais on a toujours des problèmes d'échange, hein, en particulier quand on utilise des molécules marquées au deutérium pour des suivis, on voit qu'il y a un échange avec le milieu. Donc le milieu, c'est souvent de l'eau, donc il y a des échanges entre l'hydrogène de l'eau et le ternium, donc il y a une perte au niveau de l'enrichissement. Par contre, certes, le carbone 13, comme on va le voir là aussi, les synthèses sont plus délicates, mais une fois que le carbone 13 a été mis en place, il n'y a plus ces problèmes d'échange. Alors, on va voir maintenant un petit peu quelles sont les différentes méthodes, en commençant les méthodes utilisées pour introduire donc, du deutérium. Alors, la méthode la plus populaire, c'est la méthode d'échange. On va échanger un hydrogène de la molécule organique par du deutérium. Alors, de manière générale, on utilise de l'eau lourde, un D2O, qui est un produit commercial qui est relativement bon marchand, puisque c'est un produit qui est utilisé largement dans l'industrie nucléaire. Il faut savoir que l'eau deutérée, le coût, c'est à peu près 1 euro par gramme. Alors, on va voir que là, il y a deux techniques. Il y a une technique qui va utiliser une catalyse au palladium. Donc, de manière classique, on utilise ce type de conditions opératoires qu'on va discuter maintenant. Donc là, j'ai pris un exemple d'un principe actif qui est utilisé pour les problèmes de toux. Alors, on prend la molécule, l'eau lourde va être le solvant, on rajoute du palladium sur charbon, et on va rajouter une faible quantité de boryrure de sodium. Alors, ce boryrure de sodium deutéré
va être là juste pour former de l'hydrogène in situ, puisque cette technique d'échange ne fonctionne de manière optimum qu'avec une trace d'hydrogène. Donc on utilise un tube scellé et en général, on peut utiliser une activation par micro-ondes. En général, on va chauffer entre 80 et 160 degrés. Donc ici, c'est 140 degrés. Et au bout de 2 heures, eh bien, on a un produit qui commence à être deutéré. Alors, ce sont des choses qui sont faciles à, disons, mettre en œuvre, mais le gros problème qui se pose, c'est que ça va à l'encontre un petit peu de ce qu'on a discuté auparavant, c'est qu'on a souvent, malheureusement, des marquages qui sont pas spécifiques, ou les positions qui sont marquées ne sont pas totalement marquées, ce qui est un peu le cas de cet exemple ici, puisque tout simplement, si on examine le spectre de masse du produit de départ, et on a ici le massif isotopique avec le ion moléculaire, les satellites qui correspondent à l'enrichissement naturel, puisque dans la nature, on a à peu près 1% de carbone 13, et là, on a encore un peu moins de carbone 13 statistiquement. Et bien si, comme souhaitaient le faire ces auteurs, on introduit 9 atomes de deutérium, on devrait avoir la même image, mais décalée de 9 unités. Et vous voyez que ce n'est pas le cas du tout, on a une distribution qui est relativement large. On a majoritairement, certes, un produit qui est marqué avec 9 deutérium et on a un peu de 10 deutérium, 11, un peu moins, donc c'est un marquage qui n'est pas du tout spécifique. Et pour les utilisations qu'on souhaite faire, en particulier dans tout ce qui est standard analytique, c'est sans doute pas la meilleure solution. Alors cette technique, du point de vue mécanistique, n'est pas toujours bien comprise, mais on pense que ce sont des techniques qui sont liées à l'insertion d'un palladium dans une liaison carbone-hydrogène, et c'est ce qui est d'ailleurs beaucoup utilisé en synthèse à l'heure actuelle quand on parle d'insertion de, de métaux dans les liaisons carbone-hydrogène, c'est tout ce qui est activation carbone-hydrogène. Alors l'autre méthode aussi qui peut être utilisée et qui est basé sur le même principe, mais cette fois-ci, on va utiliser une catalyse soit acide, soit une catalyse basique, en utilisant une molécule de ce type, où dans cette molécule, on va avoir des hydrogènes mobiles en différentes positions, et on va pouvoir de la même manière échanger ces hydrogènes avec le deutérium venant de l'eau lourde. Et dans ce cas-là, eh bien, on va échanger dans des positions bien déterminées où on a des hydrogènes qui sont mobiles. En alpha par exemple de ce carbonyle, sur ce méthylène ici qui est positionné sur cet imidazole, et aussi les hydrogènes qui sont en ortho du système aniline. Alors là aussi, on n'a pas un marquage qui est spécifique, c'est peut-être un peu mieux que dans le cas précédent, puisqu'on voit que ici on a un enrichissement en D6 ce qu'on souhaitait à l'origine avec 85%, et on a un peu de produit qui a été surdotéré, puisqu'on a 13% de produits avec 7 atomes de deutérium. Alors comme vous pouvez le voir, ces méthodes sont simples à mettre en œuvre, mais ne sont pas efficaces en termes d'objectifs, et en particulier de marquage sélectif. Alors, toujours dans le domaine du deutérium, on peut utiliser maintenant des réactifs deutérés, et dans ce cadre-là, les réactifs qui sont sans doute les plus populaires sont les hydrures deutérés. Donc là, vous avez toute une liste, il y en a bien d'autres, mais j'ai choisi d'exemplifier un petit peu cette technique à travers la réduction d'une fonction amide par Li à LD4, où on voit que dans ce cas-là, on a remplacé de manière totale les deux hydrogènes, on a implanté 2 deutérium à la place du carbonyle. Donc ce sont des méthodes qui sont assez intéressantes quand votre substrat le permet, et quelquefois il y a tout un tas d'astuces. Par exemple, on peut rajouter à LiD4, on peut rajouter du chlorure d'aluminium, ce qui permet quelquefois d'avoir des réactifs qui sont plus doux et avoir des réactions qui sont tout le temps efficaces. Donc il y a tout un tas de choses qui sont possibles avec ces hydrures deutérées. Euh, on a aussi bien sûr des produits de départ qui vont être deutérés, donc des produits de départ qu'on va acheter. Euh, D'une manière générale, le plus populaire bien sûr c'est l'iodure de méthyle deutéré, donc on peut l'utiliser en tant qu'électrophile. Donc dans la synthèse de cette plateforme hétéroaromatique, les auteurs ont souhaité implanter 2 méthoxy ici et ici deutérés. Donc pour cela, lors de la construction du scaffold, eh bien, ils ont dans un premier temps utilisé la méthode classique de Williamson avec de l'hydrure de méthyle deutéré, de telle manière à obtenir ce premier dérivé
avec ici une fonction phénolique qui a été protégée sous forme de méthoxy. Et dans l'autre cas, eh bien, ils ont utilisé la propriété qu'a le noyau pyridine en termes électroniques. C'est un noyau qui est particulièrement pauvre en électrons. En plus, là, vous avez rajouté un groupement nitro. Donc, vous êtes typiquement dans un cas où vous allez pouvoir faire une réaction de substitution nucléophile aromatique. Et dans ce cas-là, ils ont utilisé comme solvant du méthanol de terré, rajouté une base forte pour générer in situ du méthylate de potassium de terré, une réaction d'addition nucléophile dans cette position-là, avec formation du produit souhaité via le fameux complexe de Messenheimer. Donc ça, c'est une technique qu'on a utilisée dans un premier temps de l'urure de méthyle en tant qu'agent électrophile. Et bien sûr, il est possible d'avoir un iodure de méthyle, mais avec une réactivité autre, plutôt nucléophile. Donc là, c'est toute la chimie des organométalliques. Et vous avez un exemple ici qui est assez intéressant, où on va pouvoir, à partir de l'iodure de méthyle, préparer le réactif de Grignard correspondant en utilisant comme solvant de l'éther, et ça c'est quelque chose qui est très important. Et une fois formé, il va être additionné sur de l'acétone perdotéré pour obtenir cet alcool terbutylique perdotéré. Alors, ce qui est amusant ici, et ce qui est dommage, puisque ça n'a pas été vraiment décrit par les auteurs de cette publication, ils ont pu transformer cet alcool terbutylique en amine terbutylique correspondante. Alors pour ça, ils ont utilisé les conditions opératoires suivantes. Ils ont utilisé du cyanure de potassium en milieu acide en utilisant des acides deutérés, donc de l'acide sulfurique, de l'acide acétique deutéré. Et dans ces conditions-là, ils ont pu obtenir cette N-terbutyl formamide. Alors, quand on regarde le mécanisme, je me suis amusé à regarder comment ça fonctionnait. Eh bien, c'est assez amusant parce que c'est une très vieille réaction qui a été utilisée il y a très longtemps par les gens qui étudiaient les mécanismes chimiques et qui voulaient prouver qu'à un moment ou à un autre, on passait par un carbocation. Effectivement, c'est ce qui se passe ici. Donc, en milieu acide, cet alcool terbutylique perdotéré va conduire à la formation de ce carbocation qui, bien sûr, est très stable, qui va réagir sur l'acide cyanhydrique pour donner cet intermédiaire. Et lors du traitement, eh bien, on va hydrolyser cet intermédiaire pour conduire à ce motif formamide. Et ensuite, cette formamide va être hydrolysée dans des conditions basiques dures. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où si on souhaite maintenant préparer cette amine avec ici un azote 15, eh bien, il suffit d'utiliser le cyanure de sodium marqué à l'azote 15 et on pourra apporter, disons, de manière régiosélective et de manière totale un azote 15 dans cette position. Alors, toujours concernant cette chimie avec l'odeur de méthyle, ce qui peut être aussi intéressant quand on a une molécule qui est complexe et qu'on souhaite introduire un motif CD3 et qu'on a bien sûr une amine N-méthylée ou un groupement méthoxy, on peut faire ce qu'on appelle des réactions de désalkylation, de O-désalkylation ou de N-désalkylation, ce qui est le cas ici par exemple. Et là, c'est vraiment intéressant parce que vous avez une molécule qui est l'oxycycline, hein, qui est un antibiotique. Donc, on peut le voir à l'écran, c'est une molécule qui est hautement fonctionnalisée, très compacte. Donc, si on avait à introduire un carbone 13 ici en faisant de la chimie et en reconstruisant tout l'ensemble, ça pourrait être relativement complexe. Et ce que les gens ont choisi d'utiliser, eh c'est tout simplement une réaction de N-désalkylation en utilisant la réaction de Polonovsky. Et dans ce cas-là, on fait d'abord le N-oxyde. Ensuite, le N-oxyde va être traité en milieu acide avec le couple Fe2, Fe3. Donc dans ce cadre-là, on va avoir un double transfert monoélectronique à ce niveau-là qui va conduire à la formation d'un iminium et ensuite l'iminium va être hydrolysé pour conduire à la formation de l'amine secondaire. Donc ensuite, il y a juste à reméthyler cette amine secondaire en utilisant dans ce cas-là un iodure de méthyle qui est doublement marqué. Et là, les auteurs ont repris des conditions type Mitsumibu pour obtenir le produit souhaité. Alors là, c'est vraiment intéressant, comme le notent les auteurs. Dans ces conditions-là, on n'a pas de réaction parasite de quaternisation qu'on observe souvent quand on utilise des bases plus fortes, comme K2CO3 par exemple. Et les auteurs montrent que même en utilisant un excès de diure de méthyle, il n'y a pas ces réactions secondaires qui apparaissent. Alors, même si la première étape, le rendement est relativement faible, ce produit étant disponible à large échelle, pouvant utiliser, comme ça a été fait dans cette publication,
l'HPLC préparative, on arrive, disons, très rapidement à introduire un double marquage dans une molécule relativement complexe. Donc, il faut penser aussi à toutes les possibilités de réaction, de désalkylation ou de modification d'une partie de la molécule pour pouvoir ensuite la reconstruire. Alors maintenant, je vais, disons, aborder le cas du marquage par le carbone 13. Donc là, on va faire un peu le lien, parce que juste avant, on a parlé d'un double marquage. Donc on va revenir un petit peu sur l'iodeur de méthyle marqué, cette fois-ci, au carbone 13. Et il y a une méthode qui est très intéressante, et je pense que c'est vraiment dommage dans le cadre de la synthèse de produits marqués à froid pour l'introduction de carbone 13. C'est une méthode qui est vraiment délaissée, qui consiste à introduire un méthyle sur un système aromatique ou hétéroaromatique en utilisant tout simplement des conditions standards du couplage de Suzuki, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Donc on est parti d'un acide boronique, et dans les conditions classiques de la réaction de Suzuki, en utilisant l'iodure de méthyle marqué au carbone 13, eh bien, on a pu obtenir le produit souhaité. Alors, vous allez me dire, le rendement n'est pas très élevé, mais il y a une chose auquel il faut faire très attention, et c'est, disons, souvent observé quand on fait de la synthèse de produits marqués. On ne travaille jamais sur des grosses quantités, et dès qu'on a un produit volatile, eh bien, on a souvent une perte du produit lors du traitement de la réaction, et en particulier lors des phases où on va concentrer le milieu réactionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif quand on a des produits volatiles. Alors, on va parler maintenant d'un produit qui est vraiment très intéressant. Alors, je dirais, au-delà de l'introduction de carbone 13, l'utilisation de cyanure de potassium, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, puisque vous avez d'abord possibilité d'avoir du cyanure potassium qui va être marqué au carbone 13, un double marquage carbone 13, azote 15, et tout simplement azote 15. Et là, vous allez bénéficier d'une chimie qui est très riche, hein. C'est toute la chimie qu'on voit à l'heure actuelle sur tout ce qui est couplage euh, catalysé par les métaux comme le cuivre, le palladium ou le nickel pour faire des réactions de cyanation. Et dans ce cas-là, à partir de dérivés iodés, aromatiques ou hétéroaromatiques, ou bromés d'ailleurs, eh bien, vous allez pouvoir, par réaction de couplage sur un carbone sp2, obtenir des dérivés nitriles, où le groupement R ici sera un composé aryle ou hétéroaryle. Et vous avez vraiment le pendant en chimie aliphatique, puisque dans ce cas-là, à partir d'un alcool activé sous forme d'un mésylate ou d'un tosylate, ou d'un dérivé bromé, mais cette fois-ci sur un carbone de type sp3, et bien en faisant une réaction de substitution nucléophile, vous allez pouvoir obtenir là aussi un groupement nitrile. Alors selon le type de marquage que vous aviez dans votre cyanure à l'origine, eh bien vous allez pouvoir faire tout un tas de chimie qui a été, disons, listé ici, hein, et c'est différentes choses qu'on va voir un petit peu par la suite. Et ça, c'est vraiment une chimie qui est excessivement riche, qui permet de faire énormément de choses. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, dans tout ce qu'on vient de voir, c'est un ion cyanure qui est nucléophile, mais on peut avoir des ions cyanure, disons, électrophiles, et pour ça, il faut se repencher vers la chimie qu'avait développée Katritsky, en particulier ce type de réactif qui est un N-cyano-benzotriazole, et qui va réagir comme réagit le bromure de cyanogène. Donc là, on a un groupement CN qui a un caractère électrophile. Donc là aussi, il y a pas mal de choses potentielles qui peuvent être faites à partir de toute cette chimie. Alors, j'ai décidé d'illustrer, disons, à travers deux exemples. Le premier exemple, eh bien, c'est l'utilisation de la chimie du cuivre. Donc là, on n'est pas dans des conditions catalytiques, mais stoichiométriques. Donc à partir de ce dérivé iodé en présence de cuivre 1, on va faire une insertion de cuivre pour avoir un cuivre 2. Ensuite, là, on a utilisé un cyanure de potassium qui est doublement marqué. On va obtenir le composé souhaité qui va être réduit avec le cyanobourhydrure de sodium, mais comment deutéré en présence de chlore de nickel, ce qui va permettre d'obtenir de manière très efficacement cette benzylamine qui possède trois marquages différents, azote 15, carbone 13 et deutérium. Donc on voit un petit peu la richesse un petit peu de cette chimie. Il y a aussi la chimie utilisant des réactions catalysées par le palladium. Donc là, à partir de ce dérivé iodé, dans des conditions de cyanation classiques, on peut introduire maintenant un groupement CN avec un marquage de carbone 13. Donc là, c'est des conditions classiques où on a utilisé la xanthose, hein, qui est un ligand avec un angle de débattement assez élevé, qui de mémoire est de 108 degrés. Donc il va favoriser dans ce cas-là l'élimination réductrice. Et on utilise
du cyanure de zinc, qui est bien plus efficace dans ces couplages palladiers et les couplages au nickel, comme source de cyanure. Autrement, si on utilise le cyanure de potassium, il y a des problèmes d'empoisonnement du cyanure de potassium au niveau du cycle catalytique, et en général, on a des problèmes en termes de rendement. Alors une fois que ce groupement cyano est introduit, eh bien, on va faire une réaction qui est là aussi très intéressante à mon sens. On va se mettre dans des conditions à la fois d'hydrogénation et d'hydrogénolyse. Donc on prend ce composé-là, on se met sous atmosphère de D2 en présence de méthanol perdotéré et en présence de palladium sur charbon. Et bien, on va faire d'abord une hydrogénation de cette fonction nitrile en amine benzylique deutérée que vous avez ici. Et comme on est dans une situation ici où on a un hétéroatome en position benzylique, on va faire une réaction d'hydrogénolyse, une coupure réductrice de liaison carbone-hétéroatome pour implanter ici un motif CD3 avec un carbone 13. Donc ça, c'est des choses qui, si la molécule s'y prête bien, peuvent aussi être intéressantes pour introduire un méthyle marqué à partir d'un groupement de cyanure. Alors, il y a aussi une chose qui est importante dans la construction de molécules et l'incorporation de carbone 13, bien sûr, c'est l'utilisation soit de réactifs portant des carbone 13, ou soit, disons, en partant avec des produits de départ qui sont eux-mêmes marqués au carbone 13. Alors, j'ai choisi deux exemples. Alors, un exemple qui est issu de la recherche propre que développe Atlanchim. Donc, Atlanchim Pharma a souhaité, il y a quelques années, développer des stratégies pour synthétiser des stéroïdes marqués au carbone 13. Donc, c'était un besoin qu'avaient certains de nos clients. Donc, on a souhaité, disons, mettre au point des stratégies rapides et efficaces. Et l'idée a été d'utiliser comme produit de départ l'androstadienne et trouver une méthode pour marquer cette androstadienne avec 3 carbone 13 au niveau du cycle A. Alors le choix de l'androstadienne ne s'est pas fait par hasard, bien sûr. L'androstadienne est un stéroïde qui est très intéressant dans la chimie des stéroïdes, puisqu'à partir de ce stéroïde, on a accès à de nombreux autres stéroïdes. Je pense par exemple à l'estrone avec un cycle A qui aurait été aromatisé, ou à des dérivés de type testostérone. Et cette molécule d'androstadienne est intéressante puisqu'elle a deux doubles liaisons. Donc, pour faire très court d'une très longue histoire, l'idée à l'origine était de couper simultanément par action d'oxydation ces deux insaturations, de telle manière à avoir ce motif ici dicarbonylé et pouvoir ensuite reconstruire le cycle A du stéroïde avec ce réactif de Wittig contenant 3 atomes de carbone. Alors, il s'est très vite avéré que cette stratégie était, disons, délicate à mettre en œuvre. Et dès qu'on a souhaité de manière simultanée couper ces deux insaturations dans des conditions oxydantes, eh bien, ce qui se passe de manière tout à fait générale, c'est une aromatisation du cycle. Alors, il a fallu trouver une astuce. Alors, les astuces, c'est souvent des choses qui sont importantes quand on fait de la synthèse de molécules marquées. Quelquefois, il faut bien sûr bien suivre cette littérature, mais aller voir dans la littérature qui est un peu plus ancienne des réactions ou des méthodes qui sont maintenant, disons, sans intérêt, mais quelquefois dans le domaine de la synthèse des produits marqués qui peuvent avoir tout leur intérêt, comme on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs, avec le piégeage de ce carbocation par l'acide cyanhydrique. Donc là, ici, on a commencé un peu à réfléchir et on s'est dit, bon, le problème vient de ces deux doubles liaisons, mais pourtant, ces deux doubles liaisons, il nous les faut parce qu'on va les couper. Et l'idée a été, en quelque sorte, de masquer une de ces doubles liaisons en faisant une réaction de nickel et en utilisant en particulier thiophénolate de sodium qui va s'additionner ici sur cette position. Donc, c'est une réaction de nickel tout à fait classique. Et ensuite, on va pouvoir couper cette double liaison par autonolyse. Et ensuite, dans ces conditions, le choix du soufre n'avait pas été anodin parce qu'on espérait que ce soufre, dans ces conditions, soit oxydé. Et une fois que la coupure est effectuée, eh bien, pouvoir avoir en main maintenant ce sulfoxyde. Et une fois qu'on a ce sulfoxyde, dans cette position-là, on va pouvoir avoir une étape de rétro-Michael, donc en quelque sorte reformer cette double liaison qui pourra être coupée dans une deuxième étape d'oxydation en présence d'ozone. Alors,
les choses ont pu être, disons, mises en place, optimisées, et donc là, vous avez un petit peu ce qu'on a obtenu après un travail méthodologique qui est quand même assez important. Donc, on commence cette stratégie avec le stéroïde androstadienne, donc la réaction de Michael, on obtient ce composé. Alors, tout ça, ça se fait sur des échelles assez larges, hein, puisqu'on a pu monter en échelle jusqu'à 20 grammes. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un processus one pot multistep. C'est-à-dire qu'on prend cette molécule, on la met en solution dans la stade d'éthyle, on refroidit à moins 78 degrés, on traite le tout par de l'ozone. Donc on va couper cette double liaison, oxyder le soufre en sulfoxyde. Ensuite, on revient à température ambiante sous argon pour, disons, évacuer l'excès d'ozone qui n'a pas réagi. Et on obtient ce composé qui reste bien sûr en solution. Donc on a bien coupé et fait la réaction de rétro-Michael. Ensuite, on replonge le milieu réactionnel à moins 78 degrés. On fait un nouveau traitement avec l'ozone. On va couper maintenant cette nouvelle double liaison. Et ensuite, eh bien, l'ozonide va être détruit par ajout d'un excès de diméthylsulfure et on obtient le produit souhaité. Donc, vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est vraiment très rapide pour avoir ce produit qui est clé pour la suite, avec un rendement global qui est de 40%, et c'est des choses qui ont pu être montées en échelle jusqu'à 3-4 millimoles. Alors ensuite arrive la reconstruction. Dans ce cas-là, on va utiliser ce réactif de Wittig qui comporte 3 carbone 13. Euh, donc on dit souvent que les réactifs de Wittig stabilisés ont une bonne réactivité vis-à-vis des aldéhydes, ce qui aurait pu être le cas ici, mais on le voit très bien, on a un encombrement qui est quand même très important, donc il a fallu, pour mener à bien cette réaction, appliquer des conditions quand même qui sont inhabituelles. Donc reflux dans le xylène pendant 7 jours, et on obtient avec un rendement qui est tout à fait correct le produit souhaité. Mais là, on a un problème, puisque ce qu'on souhaite maintenant, c'est de reformer le cycle par réaction de cotonisation. Et dans ce cadre-là, on a une double liaison qui est de géométrie E, donc on a une contrainte qui empêche la cyclisation. Donc là, une fois de plus, on a utilisé une réaction de nickel, donc une addition de nickel en utilisant du thioacétate en catalyse acide. Donc le thioacétate va venir s'additionner sur cette double liaison qui est conjuguée avec ce groupement carbonyle. On a l'adduit de nickel, et dans ce cas-là, eh bien, on n'a plus cette contrainte liée à la double liaison de géométrie E, et on va pouvoir in situ faire la réaction de cyclisation. Donc on a la réaction de protonisation, et lors du traitement, on rajoute un léger excès de DBU pour avoir la réaction d'élimination de nickel, et on relibère l'acide thioacétique, et on a notre composé qui est trois fois marqué au niveau du cycle A. Donc ce composé, bien sûr, a été utilisé pour synthétiser un certain nombre de stéroïdes marqués. Et là, on revient un petit peu à ce qu'on a discuté lors de l'introduction. On a un marquage qui est tout à fait spécifique dans des positions bien déterminées, avec un enrichissement qui est élevé, puisqu'on avait un enrichissement qui était supérieur à 95% sur chacun de ces sites. Alors, on a ici utilisé un réactif marqué. On peut aussi utiliser des produits de départ qui sont eux-mêmes marqués au carbone 13. Donc là, vous avez un exemple de la littérature où, à partir du glucose complètement marqué au carbone 13, eh bien, les auteurs ici ont pu préparer un dérivé de cet acide glucuronique avec, dans cette position ici sur l'acide, une fonction ester allylique. Donc là, c'est de la chimie des sucres relativement classique. Dans un premier temps, protection de l'alcool primaire par un éther tritylique, donc qui est sélectif pour les alcools primaires versus les alcools secondaires. Ensuite, on va acétyler les alcools qui restent, et on déprotège dans la troisième étape le groupement trityle en utilisant des conditions acides. Ensuite, l'alcool primaire va être oxydé en acide carboxylique en utilisant les conditions de lait. Donc, c'est les conditions qui utilisent le chlore de ruthénium, disons, comme catalyseur. Donc, le co-oxydant et le pariodate de sodium qui va conduire à la formation in situ de RuO4, qui va d'abord oxyder l'alcool primaire en aldéhyde. Et comme on est dans des conditions où il y a une proportion d'eau dans le solvant qui est non négligeable, on forme l'hydrate de ce carbonyle d'aldéhyde qui va conduire à une deuxième oxydation pour conduire à l'acide carboxylique.
Ensuite, il y a une réaction de méthanolyse et s'ensuit une réaction d'estérification dans des conditions utilisant un fluorure supporté sur résine en présence du bromure d'amine. Donc ça, c'est une chimie qui est particulièrement importante, hein, puisque toute la chimie qui concerne les acides glucuroniques et leurs dérivés est une chose vraiment importante en chimie médicinale. Et dans ce cadre, Atlanchim Pharma a développé, comme dans le cas de la chimie des stéroïdes, une expertise importante dans tout ce qui va concerner la synthèse de dérivés de type acide glucuronique avec différents groupements protecteurs, différentes formes d'activation au niveau de la position anomérique pour pouvoir faire réagir ces composés avec des alcools ou avec des phénols. Et tous ces produits qui sont des glucuronides sont des produits qui sont très importants dans tout ce qui est étude de la métabolisation des médicaments en particulier. Je vous invite à vous référer à cette vraiment intéressante revue qui est consacrée à la fois à la synthèse, à la fois à la problématique de synthèse de ces glucuronides et leurs applications dans le domaine de la chimie médicinale. Alors, maintenant, on va voir rapidement quels sont les autres types de marquages qui sont envisageables. On va passer les différents éléments que sont l'azote, l'oxygène et le soufre. Donc, en ce qui concerne l'azote 15, il y a un certain nombre de méthodes qui sont envisageables. D'une manière générale, on part quand même très souvent du chlorure d'ammonium marqué à l'azote 15, donc qui a été utilisé dans ce cas pour préparer cette benzylamine marquée. Ce sont des réactions relativement classiques. La réaction de Chaton-Bowman, dans ces conditions, conduit à la formation de la benzamide, qui va être réduite par l'IALH4. Et ensuite, cette benzylamine peut être utilisée comme produit de départ pour introduire un azote 15. Donc là, j'ai choisi un exemple de la littérature récente où des auteurs ont préparé différents dérivés de glucosamine pour obtenir des produits complètement marqués, puisque dans ce cas-là, ils ont utilisé un glucose complètement marqué. Après un certain nombre d'étapes, ils arrivent à cet intermédiaire où on voit ici un époxyde. Et cet époxyde traité dans ces conditions en présence de cet acide de Lewis eh bien, va permettre à la benzylamine de venir ouvrir l'époxyde de manière régiosélective ici, du fait de l'encombrement de l'autre position, pour obtenir cette amine secondaire N-benzyle, qui dans des conditions assez inhabituelles va être coupée. Donc on a une réaction de débenzylation. Ce sont des conditions qui utilisent l'isopropyl azodicarboxylate et qui sont quelquefois utilisées dans la chimie des alcaloïdes. Et c'est dommage, dans la référence d'origine de ces travaux, il n'y a aucun commentaire sur le pourquoi l'utilisation de cette méthode, mais qui apparemment donne d'excellents résultats. Alors, vous avez aussi la possibilité d'introduire dans des molécules organiques, comme vous avez des atomes d'oxygène, un oxygène 18. Alors, euh, ça paraît, disons, une méthode particulièrement attrayante, parce que quand on regarde un petit peu la chimie des groupements fonctionnels, tout à l'heure on a examiné tout ce qui était réaction possible avec des dérivés nitryles. On sait très bien que quand on hydrolyse un nitrile en acide carboxylique, eh bien, on obtient l'acide carboxylique. Et si on pouvait utiliser de l'eau marquée avec l'oxygène 18, eh bien, on aurait un acide carboxylique qui serait doublement marqué. Et il y a tout un tas de réactions qui pourraient, là aussi, permettre d'introduire de manière efficace un oxygène 18. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est lorsqu'on fait toutes ces réactions-là, on n'utilise pas l'oxygène 18 ou l'eau, tout du moins, comme réactif, mais c'est comme solvant ou comme cosolvant. Et compte tenu du prix de l'oxygène 18 qui est, disons, dans l'eau, donc le prix plus précisément de l'eau marquée à l'oxygène 18, vous voyez, vous avez des prix quand même qui sont assez élevés. On ne peut pas se permettre d'utiliser cette eau marquée comme solvant. Alors c'est intéressant, l'eau marquée à l'oxygène 18, pour des réactions qui vont demander un léger excès d'eau. Donc il y en a un certain nombre qui ont été identifiés par les chimistes ici chez Atlanchim Pharma, qui pourraient être, disons, des bons supports pour pouvoir synthétiser des molécules marquées à l'oxygène 18. Et j'ai, disons, souhaité un petit peu exemplifier cette problématique à travers la chimie des stéroïdes. Alors c'est une chimie qui est très particulière.
dans le sens où lorsque dans un stéroïde, vous avez une insaturation en position 5-6 sur le cycle B et que vous activez votre fonction alcool en position 3 bêta, par exemple, par un mésylate ou un tosylate, et que vous traitez ce dérivé tosylé ou mésylé dans ces conditions, eh bien, vous allez former cet intermédiaire qui correspond à une attaque du méthanol en position 6, un basculement de la liaison ici pour former ce cyclopropyle et un départ nucléofuge ici du tosylate. Et ensuite, vous pouvez traiter cet intermédiaire, par exemple comme ici, avec 5 équivalents d'eau marqués à l'oxygène 18, avec une petite catalyse acide. Donc on va avoir ici, avec la catalyse acide, la formation d'un oxonium. L'eau va revenir attaquer la position 3, on va avoir le chemin inverse par rapport à celui qu'on vient de voir, et on va pouvoir implanter de manière tout à fait diastéréosélective une fonction alcool en position 3 de ce type de structure de stéroïde. Donc ça peut avoir dans cette configuration-là une application intéressante, mais le reste est toujours plus délicat compte tenu, on vient de le voir, du prix de ce réactif. Alors, juste pour terminer cette partie synthèse, je vais vous donner un exemple concernant l'utilisation d'isotopes du soufre 34. Donc on parlait du coût un petit peu à l'instant de l'eau marquée à l'oxygène 18. Le soufre 34 à l'état atomique est encore bien plus onéreux parce que vous avez le prix ici, hein, 1 gramme est à un coût qui est supérieur à 2000 euros. Mais il y a quand même de la chimie qui est intéressante et on a utilisé ce type de chimie il y a quelque temps au sein d'Atlanchim Pharma. Donc ce qu'on fait, on va traiter ce soufre 34 par du cyanure de potassium. On va obtenir ici de manière très efficace le thiocyanate de potassium, qui est un nucléophile, disons, moyen en termes de réactivité. Et là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, eh bien, il va pouvoir réagir avec ce dérivé d'alcool qui a été activé sous forme de mésylate. Donc on a une réaction de type SN2. Donc, vous voyez, il faut quand même des conditions relativement dures. On obtient avec un rendement qui est correct ce thiocyanate qui ensuite va être réduit par ALH4 pour conduire au thiol correspondant. Alors ça, il y a toute une chimie bien sûr qui peut être envisagée à partir de ce moment-là. Et si on regarde la référence que je cite ici, les auteurs ont ensuite oxydé ce thiol en acide sulfurique. Donc voilà un petit peu un aperçu qu'on voulait vous donner sur des choses qui sont assez récentes dans le domaine de la préparation des molécules marquées à froid. Et maintenant, je vais, disons, terminer cette présentation sur deux types d'applications. Alors, la première application concerne des médicaments dans lesquels on a introduit plusieurs atomes de deutérium. C'est pas une chose qui est nouvelle, mais on sait depuis très longtemps que dans beaucoup de cas, nos médicaments dans notre organisme sont métabolisés et à peu près à 75% dans 75% des cas, cette métabolisation se fait via le cytochrome P1550. Alors, il y a certains hydrogènes dans une molécule organique qui vont être oxydés. Donc, l'oxydation se fait de la façon suivante. On va avoir une insertion d'un oxygène dans une liaison carbone-hydrogène pour conduire soit un phénol si on est sur un hydrogène aromatique, soit un alcool si on est sur un carbone aliphatique. Alors cet alcool, bien sûr, pourra être oxydé. Et quand on regarde bien le mécanisme de cette réaction d'insertion d'oxygène, on se rend compte que l'étape limitante dans ce processus biologique est la coupure de cette liaison carbone-hydrogène. Maintenant, si on remplace cet hydrogène par un deutérium, en quelque sorte, on va doubler la masse de l'hydrogène et on va avoir une liaison qui sera plus courte, qui sera plus résistante et qui sera aussi moins polaire. Donc on va avoir un gain de stabilité et comme on vient de le voir dans ces processus, l'étape limitante est la coupure de la liaison carbone, et en l'occurrence, ça serait ici carbone deutérium, eh bien, on va avoir une stabilité métabolique qui va être accrue.
Donc, d'une manière générale, quand on regarde la littérature, il y a une augmentation de la stabilité métabolique d'un facteur qui va de 8 à 20. Et bien sûr, ça a été, disons, utilisé en chimie médicinale. Et il y a un an, le premier médicament Doterra a été mis sur le marché par la société Teva. Et la, la- la- l'histoire est la suivante. Donc, vous avez cette molécule qui est la tétrabénazine, qui est un médicament qui avait été développé il y a pas mal de temps, dans les années 60, par la firme suisse Hoffmann-La Roche. Donc, c'est une molécule qui est utilisée pour le traitement de la maladie de Huntington, donc qui est une pathologie génétique et héréditaire qui conduit à la destruction des neurones dans certaines parties du cerveau des gens qui sont atteints donc, par cette pathologie, et ça conduit à des problèmes de coordination des mouvements, des problèmes de comportement. Et cette molécule était pendant longtemps utilisée pour le traitement de cette pathologie, mais il y avait des problèmes qui étaient liés à la dégradation euh, au niveau de ce méthoxy, donc une coupure de la liaison carbone-hydrogène ici, et qui conduisait à la formation de dérivés phénoliques. Et ces dérivés phénoliques avaient été identifiés comme étant des métabolites qui étaient liés à comment, des effets secondaires, disons, assez importants. Et une société de biotechnologie californienne a un petit peu repris cette molécule et a remplacé le méthyle ici par un CD3 donc, sur les deux méthoxy, et a obtenu ce produit deutéré. Et il y a un avantage qui est important dans le sens où la molécule devient, du point de vue métabolique, bien plus stable. Donc pas de formation de ces métabolites qui induisaient des problèmes disons, assez grave, et aussi une molécule qui est plus stable. Donc, en termes de posologie, les gens qui sont sous traitement avec ce produit n'ont plus besoin de prendre ce traitement 3 fois par jour, mais 2 fois par jour. Donc, le deutérium dans les molécules, euh, les candidats médicaments, est quelque chose qui peut être très important. Et quand on regarde un petit peu à l'heure actuelle dans cette thématique produits deutérés, il y a à peu près une vingtaine de molécules qui sont dans des phases cliniques très avancées et qui vont sans doute arriver sur le marché prochainement. Et tout ça, c'est basé sur l'augmentation de cette stabilité dans la liaison carbone-deutérium, et qui permet donc d'avoir un meilleur profil pharmacologique de façon générale. Alors, l'autre application de ces molécules marquées, eh bien, c'est une application en tant que standard analytique dans tout ce qui est méthode dite de dilution isotopique. Donc, j'ai voulu ici, sur un schéma assez succinct, vous présenter cette méthode. Donc, la dilution isotopique consiste à, lorsqu'on veut doser une molécule, donc là, j'ai repris un petit peu l'exemple de nos stéroïdes. Vous avez un prélèvement dans lequel vous avez un stéroïde que vous souhaitez doser. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ajouter une quantité précise et connue, bien sûr, d'un stéroïde qui a au moins 3 atomes lourds. Donc, par exemple, le stéroïde dont on a vu la synthèse, disons, dans cette présentation. Et on va l'ajouter à ce prélèvement. Ensuite, une fois que l'addition a été faite, il y a tout un tas d'opérations qui vont permettre d'avoir un échantillon. L'échantillon va être, dans un premier temps, analysé par chromatographie HPLC. Donc là, vous avez le profil au niveau de l'HPLC. Et on voit ici ce pic qui correspond au pic de votre stéroïde à doser et du standard analytique que vous avez additionné. Donc, dans le cas du deutérium, pardon, dans le cas du carbone 13, eh bien, ces deux composés ont les mêmes propriétés physico-chimiques. Donc, il n'y a pas de perte de l'un par rapport à l'autre lors des traitements de l'échantillon. Et ensuite, ce pic va être analysé par spectroscopie de masse. Et là, on a le résultat de cette analyse. Donc, on voit ici le massif isotopique correspondant au stéroïde qui est non marqué, le massif isotopique correspondant au stéroïde qui a été marqué. Donc, là aussi, on voit très bien l'importance d'avoir des standards qui ont
une augmentation de masse d'un facteur plus 3 de telle manière à ce qu'on n'ait pas de superposition des deux massifs isotopiques. Et ensuite, eh bien, on intègre la surface des pics de l'ion moléculaire correspondant aux stéroïdes qu'on souhaite doser. On intègre la même chose, mais sur le standard analytique qui a été additionné et compte tenu du fait qu'on connaisse précisément ce qui a été ajouté, on peut avoir une idée très précise de la concentration. Alors cette méthode en routine permet de faire des dosages de l'ordre de 20 à 40 nanogrammes par litre. Dans le cas des stéroïdes, qui n'est peut-être pas un bon exemple, puisque ce sont des molécules qui ont en spectroscopie de masse des difficultés à sioniser, on a souvent une mauvaise réponse et on arrive à avoir des dosages précis avec des, des, des concentrations qui sont de l'ordre de 500 à 700 femtogrammes par kilo de prélèvement, et avec d'autres molécules qui sionisent de manière plus efficace, on arrive à descendre bien au-delà de ce seuil. Donc là, on va dans le dosage précis de ce qu'on appelle les ultra-traces. Donc, en termes de conclusion, on a vu à l'instant un certain nombre de techniques pour préparer des molécules marquées à froid. Donc au sein de notre société, comme je l'ai indiqué, on a une expertise très importante compte tenu de tout ce qui a été fait, hein. J'avais rappelé que c'était de l'ordre de 350 molécules marquées, plus de 1500 contrats effectués sur de la chimie plus classique. On a une expertise qui est très forte au niveau de la préparation de stéroïdes et aussi une expertise importante dans tout ce qui est préparation de dérivés de type glucuronide avec un savoir-faire là aussi dans tout ce qui est problématique d'activation. Alors on dit souvent dans la chimie des sucres, chaque sucre est un cas particulier. Je crois qu'on pourrait dire la même chose concernant ces dérivés de type glucuronique. Et on a, disons, pas mal d'expertise dans ce domaine à travers les synthèses qui ont été faites par les chimistes d'Akanshim Pharma. Alors, je ne pourrais pas, disons, terminer cette présentation sans remercier chaleureusement mes collègues chimistes, en particulier les chefs de projet, Julien, chef de production, pour toutes les discussions qu'on peut avoir, toute l'aide qu'ils m'ont apportée pour la réalisation de cette présentation et aussi pour vraiment tous les échanges très fructueux qu'on a tous les lundis après-midi lors des points scientifiques. C'est toujours, disons, très intéressant. Il y a vraiment des échanges qui permettent d'avancer, de résoudre les nombreux problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et je souhaitais vivement les remercier. Euh, Là, vous avez les personnes que vous pouvez consulter pour tout ce qui concerne eh bien, tout ce qu'on veut faire au niveau de notre société. Et je crois que maintenant, la présentation est terminée. Je crois que c'est ouvert au feu des questions. En tout cas, merci pour votre écoute. Alors, j'ai une première question où on me demande quels sont les avantages et les inconvénients du marquage à froid par rapport au marquage au niveau d'atomes radioactifs tels que le carbone 14 ou le tritium. Alors, en fin de compte, c'est deux choses qui sont assez différentes dans le sens où le problème du carbone 14 et du tritium, eh bien, c'est que vous avez des éléments qui sont radioactifs. Donc ça demande tout un équipement, une protection particulière à la fois pour les manipulants, pour le traitement des déchets. Donc c'est quelque chose qui est relativement complexe. Mais l'avantage, parce qu'il y a quand même des avantages, c'est au niveau de la détection qui se fait par des méthodes détecteurs de radioactivité. Donc l'inconvénient est dans ce cas-là un avantage. Et bien sûr, au niveau des isotopes marqués à froid, on n'a pas cette problématique, mais on ne peut pas les détecter puisqu'ils ne sont pas radioactifs. Donc, je vois quelqu'un qui m'envoie une référence concernant la réaction de déberzylation avec avec le diade. Donc oui, c'est aussi une chose nous qu'on a utilisée au laboratoire pour déméthyler des produits naturels de type opiacé. Mais
c'est un mécanisme qui est, disons, quand même, qui reste quand même assez particulier. Et il y a une revue qui a été écrite là-dessus où l'auteur parle de mécanismes plausibles. Alors, je vois une autre question, c'est lors des échanges avec l'eau lourde, peut-on améliorer la sélectivité de l'échange? Alors effectivement, il y a depuis un certain temps des très jolis travaux qui sont menés au CEA où ils ont utilisé du ruthénium nanoparticulaire. Et ces travaux qui ont été faits par Gregory Peters. Et c'est très intéressant en particulier pour tout ce qui est aminoacides. Et avec cette technique d'échange, ils arrivent à échanger l'hydrogène au niveau du carbone qui porte le centre stéréogénique dans l'aminoacide sans perdre de l'excès énantiomérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et tout récemment, il y a des chimistes qui ont étendu la méthode avec du ruthénium qui est supporté sur charbon. Donc ça doit être un peu plus simple et c'est peut-être quelque chose qui pourrait, disons, par la suite, disons, être développé un peu plus. Mais effectivement, il y a des possibilités, mais ça reste quand même, disons, jusqu'à maintenant des cas particuliers. Alors j'ai une question qui concerne, peut-on avoir du dioxygène marqué? Alors je pense que oui, il y a différents types de façons de produire de l'oxygène 18 à partir de l'eau marquée à l'oxygène 18. Mais je n'ai pas ces méthodes en tête, dans le sens où, en particulier chez Atlanchin Pharma, où on travaille rarement avec des gaz marqués pour des problèmes de coût et pour des problèmes de manipulation. Alors, il y a quelqu'un qui m'interroge sur les possibilités de faire du marquage à froid. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur des protéines? Alors, je sais que c'est des choses qui ont été utilisées pour tout ce qui est interaction protéine-protéine en utilisant des techniques de RMN et des techniques de masse. Mais de ce que je sais, ce sont des méthodes qui ont le travers des méthodes liées aux échanges carbone-hydrogène avec le deutérium, c'est qu'on a quelque chose qui est pas spécifique. Mais il me semble hein, qu'on peut effectivement faire des échanges sur des protéines. Alors il y a une autre question qui concerne toujours les protéines. Si on utilise souvent N15, euh, tous les aminoacides sont-ils disponibles? Alors, de mémoire, dans les 350 produits qui ont été synthétisés chez Atlanchin Pharma, je sais qu'on a synthétisé de la lysine marquée à l'azote 15 sur la chaîne latérale. On a aussi synthétisé de l'ornithine. Donc l'ornithine, c'est l'aminoacide qui correspond à la dégradation de l'arginine. C'est une lysine avec un atome de carbone de moins dans la chaîne latérale. Et là, c'est pareil, on peut bien sûr synthétiser des aminoacides marqués à l'azote 15 sur les chaînes. Et aussi, on peut synthétiser des aminoacides marqués à l'azote 15 avec l'amine qui est portée par le carbone qui porte le centre stéréogène. Donc là, il faut reprendre des... Alors c'est bien plus long, hein. Il faut reprendre des méthodes classiques de synthèse des aminoacides, en particulier en utilisant l'auxiliaire de Sholkov, qui sera lui-même marqué à l'azote 15. Mais ça peut être, disons, des choses qui peuvent être, disons, rapidement compliquées en termes de longueur de synthèse. Ah oui, alors il y a une question concernant la toxicité du deutérium qui est incorporée dans les médicaments. Alors, pendant très longtemps, quand on regarde les premières utilisations du deutérium, alors ça date puisque c'est un biologiste qui, dans les années 1933, a utilisé du deutérium sur des acides gras. Et d'emblée, la question qu'on s'était posée à l'époque, et c'est toujours une question qui s'est posée, la toxicité du deutérium. Alors, il y avait des gens qui pensaient que la mort cellulaire était induite par l'accumulation de deutérium dans les systèmes cellulaires, et c'était lié à ce qu'on a évoqué, la résistance à la métabolisation des liaisons carbone-deutérium. Alors on s'est aperçu que c'était faux. Alors en termes de médicaments deutérés, récemment dans une revue, il y a un auteur qui a fait le calcul suivant. Il a dit, compte tenu du fait que dans l'eau, il y a à peu près 0,015% de deutérium, un adulte a à peu près 1 gramme de deutérium dans son organisme. Et le fait de prendre un traitement
avec un médicament deutéré, avec une posologie qui serait de 100 mg par jour, ça augmenterait la quantité de deutérium d'environ 0,1%, ce qui est tout à fait négligeable. Et sur des animaux de laboratoire, il y a eu des études de toxicologie qui ont été réalisées avec de l'eau lourde. Donc, on a fait boire de l'eau lourde à des chiens en particulier. Et on commence à avoir des problèmes à partir du moment où on a à peu près 25% d'eau lourde dans l'eau qui a été donnée à ces animaux. Donc, vous voyez, on est quand même, je pense, loin du compte. Et je ne pense pas qu'il y ait réellement, jusqu'à preuve du contraire, une toxicité liée à ces médicaments deutérés. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question sur le nombre de projets Catlanchine, le pourcentage de projets ou de programmes qui ont été effectués chez Atlanchine Pharma et qui concernent le marquage à froid. Alors, je n'ai pas les chiffres, alors je me tourne vers Julien qui est à côté de moi. Ouais, on me dit que c'est entre 15 et 20%. Donc, effectivement, c'est un peu l'idée que j'en ai, puisque au point scientifique du lundi après-midi, on voit tous les projets défiler, et c'est à peu près ça. Oui, le nombre de projets en cours, c'est entre 15 et 20%, effectivement. Écoutez, merci à tous hein, et bonne fin de journée.